Salam alaikum. Je me présente, Madame Fatmi Yamna, professeure de l'enseignement supérieur à la faculté de droit, Université Mohamed Ier Oujda, docteur en droit de faculté de Paris, la spécialité droit privé et notamment responsabilité et assurance et droit médical et de la santé. Alors, pendant cette séance, je vais discuter avec vous comment rédiger un mémoire, à savoir la méthodologie du mémoire. L'intérêt du sujet, pourquoi on va discuter ce sujet? Parce que en E6, les étudiants à la faculté, en licence, que ce soit d'ailleurs en licence droit, public ou privé, ou encore en économie-gestion, ils sont demandés à présenter un mémoire, ce que nous appelons le projet de fin d'études. Soit ils doivent présenter un mémoire, préparer un mémoire, ou encore un rapport de stage. Donc déjà, il y a une grande différence quand même entre un rapport de stage et un mémoire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est le mémoire et comment présenter, comment rédiger un mémoire. Pour donner déjà une définition, c'est quoi un mémoire? Le mémoire constitue un travail de recherche approfondi destiné à explorer une question non encore traitée ou à systématiser l'étude d'un problème ou d'une question juridique qui n'a été jusqu'à présent que partielle. Il ne peut se contenter de décrire, c'est-à-dire le chercheur, en ce moment-là, le candidat n'est pas en droit de se contenter de décrire et de raconter. Il doit impérativement comporter une analyse rigoureuse du sujet traité, mais également s'accompagner, c'est-à-dire cette analyse s'accompagner d'une réflexion et d'une appréciation critique de la question abordée. La présentation bien sûr, de cette méthodologie nous emmène à voir ensemble au moins 4 ou 5 points. Le premier point que je vais traiter avec vous, ou je vais discuter avec vous, c'est le sujet. Comment choisir un sujet, le choix du sujet, la délimitation du sujet. Ensuite, en deuxième étape, la recherche et le recensement des sources relatives à ce sujet ou au sujet choisi. Troisième étape, c'est l'exploitation de ces sources. Comment les utiliser, comment les exploiter pour, bien sûr, travailler le thème choisi. Ensuite vient le stade ou l'étape de l'élaboration du plan. Parce qu'un travail scientifique ne peut être accepté, il n'a de valeur que lorsqu'il est présenté dans le cadre d'un plan, c'est-à-dire dans une structure. Il ne s'agit pas seulement de raconter des informations et de recenser des informations, il est présenté comme ça d'une manière qui n'est pas encadrée, qui n'est pas dans un cadre qui est le plan. Ensuite vient l'étape de la rédaction de ce mémoire qui exige quand même certaines conditions, que ce soit au niveau de forme et au niveau de fond. L'étape suivante, c'est en ce qui concerne la structure du mémoire. Une fois terminé le recensement, la lecture, la rédaction, comment la forme de ce mémoire et de ce travail doit être faite, c'est-à-dire comment il doit être présenté à la fin. Il s'agit de la structure du mémoire. Sa structure de mémoire, bien sûr, ça exige une forme, ça exige une manière de présenter, bien sûr, le plan, de présenter, bien sûr, la page de garde, etc. Et donc, tout ça, je vais, bien sûr, essayer de le voir et de le discuter avec vous pendant cette séance. Commençons par
ce que j'ai appelé au début, ou ce qu'on appelle, je ne suis pas la seule à l'appeler, mais on l'appelle d'une manière générale, c'est le choix du sujet. Comment choisir un sujet? Le choix du sujet est une étape capitale, très importante. D'ailleurs, un bon mémoire ne peut porter que sur un bon sujet. Le sujet doit être déterminé à partir des centres d'intérêt personnel, ça je le souligne, et doit recevoir en même temps, quant à son thème et quant à son étendue, l'aval du directeur du mémoire pressenti qui appréciera le caractère pertinent de ses choix. Parce que c'est vrai, on dit qu'un mémoire c'est un travail personnel, mais aussi fait sous le contrôle, et d'ailleurs il va être apprécié par le professeur et l'encadrant de ce mémoire. Toujours dans le choix du sujet, il y a bien sûr une question très importante, c'est délimiter le sujet. Parce que je peux choisir un sujet quelconque, par exemple le licenciement abusif dans le contrat, par exemple, dans un CDD, mais si je le choisis d'une manière sans déterminer, bien sûr, et sans limiter, j'allais dire, les frontières dans lesquelles je dois travailler, ça va être un travail un peu, j'allais dire, sans limite, et un travail sans, bien sûr, qui n'est pas fondé. C'est pour cela que je dis que la délimitation du sujet est très importante. Et délimiter les sujets, pas d'une manière, enfin, vous allez le délimiter bien sûr personnellement, mais avec bien sûr l'accord et en associant votre directeur de recherche pendant cette étape-là. Il faut ensuite choisir, toujours en accord avec le directeur de mémoire, une méthodologie portant sur les techniques et les supports de la recherche. Vous allez me dire qu'en ce moment, on est dans des circonstances qui ne facilitent pas cette rencontre, bien sûr, avec les encadrants et avec les professeurs. Et je vous dis, il faut utiliser les moyens de communication qui sont mis à la disposition des professeurs et des étudiants, et ça va vous faciliter le travail. Ça, on a choisi le thème, on l'a délimité. Il reste l'étape suivante, c'est la recherche. Pour revenir un petit peu à la délimitation, quand je parle d'une délimitation, ça veut dire délimiter le sujet, surtout en ce qui concerne dans le temps et dans l'espace. Du point de vue matériel, les grandes questions, les grands thèmes auxquels le sujet se rattache, une telle délimitation a pour objet, et c'est ça l'intérêt de la délimitation, a pour objet de fixer le cadre de la recherche et de l'étude. Délimiter le sujet dans le temps et dans l'espace, c'est très important. On sait parfaitement bien l'importance du temps et de l'espace en matière de droit, mais aussi en matière de l'économie et dans les matières scientifiques en général. Il faut ensuite choisir, toujours en accord avec le professeur ou avec le directeur de mémoire, une méthodologie portant sur les techniques et les supports de la recherche. C'est-à-dire, c'est un travail, comme vous remarquez, c'est un travail à deux. Vous travaillez, et le professeur et l'encadrant, il est toujours là, il est toujours présent. Deuxième stade, la recherche. Alors, cette étape-là est très importante, parce que c'est là où l'étudiant, il va bien sûr démontrer, et il va prouver son intelligence, dont d'abord le recensement des sources. Comment il va choisir les informations, comment il va les recenser pour les utiliser, bien sûr, dans le mémoire.
Sachant qu'un travail scientifique, notamment dans les facultés de droit, et d'ailleurs même dans les autres facultés, c'est vrai, on dit un travail personnel, le mémoire ou la thèse même de doctorat, on dit un travail personnel, mais ce n'est pas seulement un travail qu'on va donner tout simplement d'elle-même et pour la première fois, mais on doit se référer, on doit aller chercher dans les sources, dans ce qui a été écrit, dans ce qui a été dit, dans ce qui a été travaillé. C'est-à-dire la valeur scientifique ajoutée dans le sujet, ce n'est pas seulement les informations, parce que les informations, on les trouve dans les travaux qui nous précèdent, mais comment utiliser ces informations pour leur donner une valeur juridique et une valeur scientifique, une valeur ajoutée. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ça qui diffère un chercheur par rapport à notre chercheur, ou un étudiant par rapport à notre étudiant. Alors, le recensement des sources, la première étape dans le traitement du sujet consiste à rassembler la documentation, les matériaux nécessaires au traitement du sujet, et celle-ci pourra être trouvée, c'est-à-dire cette matière, ces informations, on les trouve dans les textes officiels, notamment les conventions internationales, les lois, les règlements, les ouvrages généraux ou les manuels. On les trouve aussi dans les encyclopédies, les ouvrages spécifiques ou les monographies. On les trouve aussi dans les articles de presse, de la doctrine publiés dans des revues spécialisées, notamment juridiques, économiques, politiques ou encore littéraires. Nous le trouvons aussi dans les décisions de justice et notes de jurisprudence qui les accompagnent. Et là, j'ouvre une parenthèse pour souligner l'importance de la recherche en matière de la jurisprudence, en matière de jurisprudence. C'est très important, notamment pour un juriste, de suivre les travaux des tribunaux. Parce que nous avons les lois, d'accord, nous avons de la doctrine, d'accord, mais comment il a appliqué sur le terrain? C'est-à-dire là, je suis obligé de chercher comment les tribunaux utilisent telle question juridique, telle loi et telle institution juridique. Et ça, c'est le travail du tribunal, c'est la jurisprudence et l'importance de la jurisprudence. Et un mémoire dans lequel il n'y a pas justement cette vision de la jurisprudence, cette interprétation des tribunaux, des questions juridiques, des lois et des textes, c'est un mémoire qui, je le dis dès maintenant, c'est un mémoire faible. Enfin, en fonction du sujet toujours traité, une documentation de terrain consistant en entretien, documents internes à une administration ou une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, je suis obligé, en tant que chercheur, dans une question quelconque, d'aller chercher la bibliographie ou l'information dans les endroits qui sont intéressés ou les structures qui sont intéressées par justement ou qui sont en lien avec le sujet que j'ai choisi. Je travaille par exemple sur une question relative à la responsabilité bancaire ou l'assurance en matière d'accident de la circulation. Donc l'information consistante, je vais la trouver bien sûr dans les compagnies d'assurance, dans les bibliothèques même, dans les compagnies d'assurance, aussi dans les autres, bien sûr, les établissements bancaires, s'il y a des bibliothèques, s'il y a des ouvrages spécialisés en la matière, ou s'il y a des structures justement qui s'intéressent à la publication des informations relatives justement à ces établissements. Ça, c'est un exemple. Toujours dans ce recensement, bien sûr, des sources, il faut que l'étudiant soit prudent. Le chercheur doit être prudent et vigilant. Pourquoi je dis prudent et vigilant? Pour ne pas se trouver dans une situation où il est inondé par les informations
inondé par les structures qu'il doit justement visiter, dans lesquelles il doit aller chercher l'information. Et c'est pour cela que quand on est en train de recenser ces informations, recenser bien sûr les sources de notre matière, il faut, dans cette étape, aller du général au particulier. Commencer par les ouvrages généraux, manuels, encyclopédies, pour à la suite aller vers les thèses, les mémoires, les articles de doctrine et les informations qui nous viennent justement des, comme je viens de le souligner, des structures notamment spécialisées. Alors, lors de lecture, j'ai recensé l'information, j'ai recensé les sources que je vais bien sûr utiliser. Lors des lectures, il faut utiliser les techniques permettant de gagner du temps. J'ai souligné tout à l'heure l'importance du temps dans notre travail, que ce soit au niveau de l'imitation de notre sujet ou que ce soit même pendant que nous travaillons notre sujet. Il faut savoir gérer son temps pour bien le gagner, pour bien l'exploiter. Dans les ouvrages, par exemple, je ne vais pas passer mon temps à lire 1000 ouvrages qui ne sont pas ou qui n'ont pas beaucoup d'intérêt ou qui n'ont pas beaucoup d'importance pour mon mémoire ou pour mon travail. Je dois aller rechercher la présence, par exemple, d'un index, éplucher la table des matières en fin d'ouvrage pour trouver la partie intéressante. Si je trouve que l'ouvrage, malgré le titre, ne m'intéresse pas ou n'intéresse pas mon sujet, donc je ne vais pas l'exploiter, donc je le mets de côté, tout simplement. Je souligne aussi l'importance de l'utilisation des moyens de communication maintenant, aller chercher l'information sur Internet ou les banques de données. Heureusement maintenant pour les chercheurs et dans ces circonstances-là, on dit l'ère de Corona, on a ce moyen, alhamdoulilah, on a ce moyen de communication. L'information, ça vient jusqu'à chez nous. Et beaucoup des bibliothèques, ils ont ouvert, bien sûr, ils ont donné la possibilité, bien sûr, d'utiliser le contenu et leurs ouvrages via Internet. Et ça, c'est une chose très importante. Mais il faut encore une fois être vigilant en ce moment-là, en utilisant et en allant chercher, notamment dans toutes ces bibliothèques, dans tous ces ouvrages. Les documents trouvés pendant cette période-là doivent donner lieu à un recensement périodique et une répertorie sur des fiches sur lesquelles doivent figurer. C'est-à-dire pour ne pas me trouver inondé dans la matière, je dois notamment faire les choses d'une manière raisonnable. Généralement, ce qu'on peut faire ou ce que je peux donner comme idée, ce que j'ai fait moi-même quand je préparais les mémoires, ou même lorsqu'on fait même maintenant un travail scientifique, il faut répartir toujours les choses en deux, j'allais dire, en deux parties ou en deux dossiers. Je prends un dossier que je vais appeler peut-être je note tout simplement grand 1 et un autre dossier sur lequel je note grand 2 et je commence à insérer notamment les pages de garde des ouvrages qui m'intéressent, les informations que j'ai trouvées notamment et que je considère qu'ils sont nécessaires pour le mémoire, donc pour la rédaction. Pour les décisions de justice, et ça aussi, je souligne encore une fois, pour un juriste, un mémoire en droit, les décisions de justice, la jurisprudence est très importante. C'est la valeur ajoutée que l'étudiant peut apporter, bien sûr, dans son mémoire, c'est cette vision des tribunaux par rapport à la question juridique qu'il a choisie, par rapport au thème qu'il a choisi. Il faut prendre en considération, encore une fois, je dis le temps et les dates de les décisions, les années dans lesquelles ils se sont, bien sûr, ils se sont donnés.
le nom de récurrent, la revue de publication, l'année, la page. Pourquoi j'insiste toujours sur le temps? Parce que dans les décisions, bien sûr, des tribunaux, on voit l'évolution de ce thème que nous avons choisi et cette question juridique que nous avons choisi, que nous sommes en train de traiter. Comment les tribunaux les traitent aussi, comment on l'applique sur le terrain professionnel. L'exploitation des sources. J'ai recensé les sources, j'ai fait une compilation, allez, je vais dire une compilation, je le mets entre parenthèses, de tout ce que j'ai considéré comme intéressant et important pour mon mémoire. Maintenant, comment exploiter tout ce que j'ai recensé? C'est notre deuxième point qu'on va étudier. On arrive maintenant au stade de l'exploitation des sources. Donc, les documents concernant le sujet, une fois rassemblés, recensés, doivent faire l'objet du traitement. C'est-à-dire, ils doivent être lus, donc c'est la lecture, et explorés. C'est-à-dire, doivent être exploités justement dans le but de commencer par la suite la rédaction. À ce stade, je conseille vivement les étudiants à opter pour la mise en place des pochettes dans lesquelles les documents portant sur une même thématique. Ce classement peut également donner lieu à des sous-classements dans des sous-pochettes dans lesquelles les documents seront plus finement classés. Ça, c'est entre parenthèses. Il faut faire quand même une remarque très importante, c'est que pendant cette période de lecture, de traitement tout simplement, l'élaboration de plans n'est pas conseillée. C'est-à-dire, ne doit pas être faite avant d'avoir tout exploité et tout lu, tout travaillé tout simplement. Parce que le plan doit servir de structure à une démonstration ou à une étude. Son articulation, bien sûr, dépend étroitement du sujet abordé et de la démarche pour laquelle on a opté. Le plan retenu, à la fin, doit présenter certaines caractéristiques. Il doit être équilibré en quantité et en intérêt. Les parties et les autres subdivisions doivent se répondre. Il faut qu'il y ait ce que nous appelons un balancement. Les termes du sujet doivent apparaître dans les intitulés du plan. Donc ça, en ce qui concerne la phase qui va suivre la lecture, l'exploitation, l'exploration des sources et des documents que nous avons recensés. Une fois notre plan est élaboré, établi, donc on passe à la rédaction. J'ouvre une parenthèse, c'est que un plan n'est jamais définitif. Au fur et à mesure de la lecture et du traitement des documents, il se peut qu'il y ait toujours des changements. Alors, on arrive à la rédaction. Pour rédiger, il faut prendre en considération deux choses très importantes. Il faut prendre en considération la forme et le fond de ce que nous sommes en train de rédiger, c'est-à-dire du corps du mémoire. Parce que un mémoire exige quand même
qu'on remette un travail bien soigné dans sa présentation, que ce soit au niveau de taille et caractère de subdivision qui doivent être harmonisés, les textes doivent être justifiés, il faut respecter les règles d'orthographe, bien sûr. À ce stade-là, j'ouvre encore une parenthèse pour conseiller encore une fois les étudiants à faire relire leur travail par une personne extérieure. Donc là, il n'y a pas de mal. Mais cela ne veut pas dire que donner le travail à quelqu'un d'autre pour le faire à votre place. Ça, c'est pas correct. Ça, au niveau de forme. Toujours au niveau de forme, il faut initier, bien sûr, chaque chapitre et chaque section par des petites introductions. Alors, au niveau de fond, maintenant, il faut faire preuve de précision, non seulement dans les notions utilisées, mais également dans le maniement des sources documentaires, c'est-à-dire les documents que nous avons recensés au début. Et lorsqu'on emprunte une idée, il faut impérativement noter en bas de page clairement l'ouvrage et l'article, en général la source, d'où l'idée ou l'interprétation est extraite, pour être loyal et correct dans son travail, et pour qu'il n'y ait pas justement de plagiat. Lorsqu'on cite un auteur, il faut non seulement identifier précisément l'origine de la citation, mais il faut la présenter entre guillemets. La même chose, on le dit pour les textes, ou plutôt pour les décisions et les arrêts des tribunaux et des cours d'appel et aussi de la Cour de cassation, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la jurisprudence. Une fois on termine la rédaction du corps du mémoire, c'est-à-dire les chapitres, les sections, les divisions, les subdivisions, etc., on doit passer, c'est juste après qu'on peut passer à la rédaction de l'introduction et de la conclusion. Ça peut apparaître un petit peu étrange de dire que la conclusion ne peut être rédigée qu'à la fin, mais c'est la logique des choses. Parce que quand on termine la rédaction du corps de mémoire, c'est-à-dire les divisions et les subdivisions, c'est en ce moment-là qu'on peut passer à la rédaction de l'introduction et de la conclusion. Et cela va être bien sûr justifié par le fait que la conclusion et l'introduction doivent contenir certaines informations, certaines précisions, et ces informations et ces précisions, on ne peut les avoir qu'après avoir exploité toutes les sources et les documents que nous avons recensés, c'est-à-dire après avoir traité notre sujet et notre thème de recherche. Une autre remarque en ce qui concerne justement toujours la rédaction et le développement. Le développement ou les développements s'articulent autour de deux parties en général, ou surtout en matière de droit, quoique plusieurs fois on peut opter pour trois parties, selon la nature du sujet bien sûr et du thème que nous avons choisi. Donc ces deux
parties ou ces 3 parties, divisées éventuellement en titres, divisées en chapitres, en sections, paragraphes, grand A, grand B, petit 1, petit 2. Mais il faut bien noter que au stade de la préparation d'un mémoire dans le cadre d'une licence, normalement, on exige que l'étudiant doit présenter un travail euh, dont la quantité ne peut varier entre 30, même, allez, on va dire même jusqu'à 50 pages. Et donc, de 30 à 50 pages, ça va pas être facile ni logique d'opter pour une répartition par partie, par titre et par chapitre. Et c'est pour cela que, à ce stade-là, on fait une répartition par chapitre. 2 chapitres, par exemple, chapitre 1, chapitre 2, ou des fois 3 chapitres, selon toujours, je dis, la nature de thématique sur lequel on travaille. Mais généralement, plusieurs écoles en droit préfèrent justement et conseillent cette répartition en deux chapitres, 2 parties, etc. Et donc si on opte pour les chapitres, donc ça va être chapitre 1, chapitre 2. Dans chaque chapitre, il y a 2 sections. Dans chaque section, il y a 2 paragraphes. Dans chaque paragraphe, il y a un grand A et un grand B, petit 1 et un petit 2, etc. Et ça peut être aussi chapitre. Dans chaque chapitre, il y a par exemple 3 sections. Donc, je dis toujours, ça dépend, bien sûr, de la nature, de thématique que nous sommes en train de traiter et de travailler. Donc, ça, en ce qui concerne le développement. Quant à la conclusion, donc son rôle, c'est quoi? C'est permettre de dresser un bilan de l'étude et d'ouvrir des perspectives sur des sujets connexes ou encore donner des suggestions et recommandations en rapport avec le sujet du mémoire. Donc voilà, en ce qui concerne la préparation, la rédaction plutôt de mémoire qui contient, ce mémoire qui contient une introduction, le développement qui est justement fait dans soit, comme je viens de le dire, 2 chapitres ou des fois même 3 chapitres. Ensuite, la conclusion. Mais jusque-là, le travail n'est pas encore terminé parce que le mémoire doit être présenté dans j'allais dire, une forme qui exige qu'on a encore du travail à faire sur d'autres éléments qui vont être insérés, bien sûr, dans le mémoire et qui font partie du mémoire, à savoir les annexes, ou la liste d'annexes, la bibliographie, ou la liste de bibliographie, et la table des matières. En ce qui concerne les annexes, il est d'ailleurs totalement inutile d'annexer des documents faciles d'accès. Des textes qu'on a utilisés et que, même s'ils sont très importants, mais on peut les trouver facilement. Donc ça, c'est pas la peine de les annexer. En revanche, des documents non publiés, des textes de loi encore nouveaux ou très difficiles à les obtenir, des tableaux, pourquoi pas, des statistiques et autres, dès lors qu'ils sont importants pour le sujet, on peut les intégrer dans cette liste, les listes qu'on va appeler la liste des annexes. Cette liste des annexes qui vient juste après la conclusion. Alors,
La bibliographie, c'est quoi? Il s'agit tout simplement de cette liste dans laquelle on va insérer justement tous les textes, tous les documents que nous avons utilisés. Bien sûr, leur titre. Donc, ils s'organisent autour de rubriques regroupant des textes officiels, notamment conventions internationales, lois, règlements, les ouvrages qui doivent être présentés par ordre alphabétique, qui commence le nom de l'auteur, par exemple, le nom de l'ouvrage, ou le titre de l'ouvrage, la maison d'édition et la date d'édition. La liste de bibliographie doit contenir aussi les textes des lois, par exemple, et tout document que nous avons utilisé et que nous avons exploité. Et rien que les documents que nous avons exploités. Donc, ça ne sert à rien d'insérer des ouvrages ou des titres des ouvrages ou encore des textes de loi ou autres que nous n'avons pas utilisés. Ça serait inutile. Par la suite, on doit travailler encore la table des matières. Je dis bien travailler parce que il ne s'agit pas de les insérer d'une manière, j'allais dire, à la hâte et dire que j'ai fait une table de matière. Il s'agit de travailler la table de matière parce qu'il y a une manière de présenter justement que ce soit la liste de bibliographie et que ce soit la table des matières et d'autres éléments, notamment qu'on va voir par la suite, à savoir le sommaire et autre chose. Alors pour la table de matière, elle recense toutes les rubriques et subdivises de travail qu'elle accompagne. Une dernière question qui va rester justement à traiter avec vous, c'est que comment on travaille une introduction, comment on travaille la conclusion, comment on travaille aussi un plan, mais aussi et surtout comment travailler notre problématique. Ça, c'est très important. Parce qu'un mémoire sans problématique, ce n'est pas un mémoire, ce n'est pas un travail académique. Alors, je vais commencer par dire 2 mots sur la conclusion. La conclusion, c'est au fait, c'est une clé très importante pour la réussite de notre mémoire. Donc, pour bien réussir notre mémoire, il faut bien réussir notre introduction. Le rôle de l'introduction consiste à bien situer les sujets, à mettre en évidence son intérêt et à soulever une problématique pertinente. L'introduction explique les objectifs du mémoire, la méthodologie du travail et l'annonce du plan. D'ailleurs, la rédaction de l'introduction comme celle de la conclusion se fait en dernier. Ça peut apparaître un petit peu étrange pour dire que l'introduction ne se fait qu'à la fin, mais en fait, c'est la logique des choses. C'est lorsque le contenu du mémoire est pratiquement rédigé dans son intégralité, l'étudiant, en ce moment-là, dispose de toutes les informations dont il a besoin pour rédiger le mémoire, entre autres, les résultats de la lecture, des sources,
base de l'élaboration de la problématique. Les résultats d'enquête préliminaires qui permettent d'orienter les résultats de la recherche. Donc c'est pour cela que on dit qu'on trouve et que l'introduction ne peut se rédiger qu'à la fin ou qu'après avoir terminé la rédaction du corps de mémoire. Certes, l'introduction de mémoire de fin d'études est relativement courte, mais il doit quand même contenir toutes les informations pour présenter le sujet dans son contexte. L'introduction de mémoire permet de distinguer clairement les motivations de l'étude, les objectifs de l'étude, la problématique, la méthode suivie et le plan du mémoire. Maintenant, comment formuler sa problématique de mémoire? Qu'est-ce que c'est qu'une problématique? C'est une étape très importante dans la rédaction d'un mémoire. Un des objectifs de mémoire est de démontrer la capacité de l'étudiant à réfléchir sur des questions de recherche pertinentes qui conduisent au débat. Donc, il faut faire en sorte que la problématique cadre avec le thème de recherche choisi et d'une manière pertinente. Et pour qu'une problématique soit pertinente, il faut partir du sujet choisi, ensuite élaborer une série de questions sur le cadre conceptuel du thème, et cela permet par la suite de structurer les données et éventuellement les résultats attendus. Par la suite, partir d'une idée reçue sur le thème pour délimiter le champ de recherche et identifier les faits. Ensuite, convertir le thème de recherche en plusieurs questions pour mener à bien la discussion. Et à la fin, formuler ces questions en une phrase qui regroupe toutes les questions soulevées. D'ailleurs, un bon mémoire se reconnaît par une bonne problématique. Il faut prendre en considération que le thème de mémoire reste le point central autour duquel s'effectuent les démarches pour résoudre la problématique à travailler. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un hors-sujet par rapport à la thématique choisie. Il est essentiel que la série de questions posées pour mettre en exergue la méthodologie à adopter reste cohérente aussi avec le sujet choisi. Et c'est cette série de questionnements qui va nous permettre, ou qui va permettre à l'étudiant de faire ressortir les grandes lignes du plan de rédaction. C'est-à-dire, c'est à partir de là qu'on va commencer justement à réfléchir et à penser et à préparer notamment le plan. Alors, comment établir maintenant notre plan? Une fois notre problématique est établie, travaillée, donc, on arrive maintenant à l'élaboration du plan. Le plan de rédaction permet à l'étudiant de se rappeler les principaux points à développer et de suivre une structure logique et claire de l'enchaînement des idées. Alors, comment faire? Le plan de mémoire doit être relatif à la série de questionnements de la problématique. Il faut garder une certaine logique pour que le mémoire reflète la structuration de la réflexion de l'étudiant et qu'il soit compréhensible pour votre examinateur ou encore pour le lecteur. Le plan de rédaction peut faire l'objet de modifications avant d'être défini.
C'est ce que, avant d'être définitif, c'est ce que j'ai dit avant, que le plan ne peut se faire qu'à la fin après avoir exploré, exploité toutes les sources et la documentation que nous avons rassemblées. Mais aussi, au fur et à mesure, lorsqu'on élabore un plan, on peut imaginer qu'il y ait toujours justement des changements dans ce plan. À ce cadre-là, j'ouvre une parenthèse encore une fois et je dis, pour les étudiants, n'hésitez pas à solliciter votre directeur de mémoire, car il est en mesure d'évaluer la cohérence du plan avec la problématique soulevée et il peut vous orienter et bien sûr et vous corriger même, pourquoi pas. C'est vrai, pendant ces circonstances, c'est un peu difficile de contacter les professeurs, mais alhamdoulilah, l'université et la faculté ont mis des moyens de communication pour que ce lien et ce contact reste toujours entre les étudiants et les professeurs. Donc n'hésitez pas à utiliser tous les moyens mis à la disposition des étudiants pour pouvoir contacter pour professeurs. Alors, est-ce qu'il y a un plan type, un plan de mémoire type? En vérité, nous n'avons pas un plan type d'un mémoire. Seulement, il faut faire en sorte que le plan choisi soit cohérent avec le type de mémoire et la nature de la formation. Bon, c'est vrai, on peut parler de plusieurs modèles, si je peux dire, de plans, notamment le plan scientifique, le plan thématique ou encore le plan diagnostique, mais tout ça reste bien sûr que l'étudiant, lorsqu'il est en train de travailler, il va se trouver devant notamment ces astuces pour l'orienter justement vers le plan adéquat à sa thématique et aussi à son domaine de recherche. Donc, nous avons travaillé notre introduction, nous avons élaboré notre problématique, bien sûr le plan. Maintenant, reste à travailler la conclusion. C'est vrai, c'est la dernière étape de notre travail, mais quand même, c'est la dernière impression que vous laissez au lecteur. C'est pour cela qu'il faut qu'il soit pertinente. La conclusion doit être directement liée à l'introduction du mémoire et la problématique du mémoire. La fonction principale de la conclusion est de répondre à la problématique que vous avez soulevée dans l'introduction. Vous avez commencé par une problématique générale, vous avez tenté d'y répondre par des analyses et des démonstrations, donc il s'agit à la fin, dans la conclusion, de rédiger une réponse globale. En posant des questions, justement, par exemple, quelle a été la finalité de mon travail, qu'est-ce que j'ai appris pendant la rédaction, pendant le travail, qu'est-ce que j'ai démontré, etc. Et toutes ces remarques, ces conclusions, justement, que j'ai traitées. Mais il y a une chose que je dois encore, je le dis entre parenthèses, c'est que on doit faire attention que la conclusion du mémoire n'est pas un résumé. La conclusion ne doit pas être un simple résumé de mémoire. Comme son nom l'indique, il s'agit des conclusions que nous avons notamment tirées de notre travail, de notre traitement au sujet. Il s'agit effectivement de reprendre les conclusions tirées de chaque partie, mais aussi pouvoir déduire une réflexion globale de toutes ces conclusions. La conclusion, bien sûr, c'est donner l'intégralité
c'est donner la conclusion et les conclusions d'une manière intégrale de ce que nous avons avancé pendant le traitement du mémoire. Est-ce que on peut ou on doit terminer sur une ouverture, c'est-à-dire par une question? Réponse oui et non. Oui, si vous avez une idée intéressante qui soulève des questions en lien avec la conclusion. À ce moment-là, ça serait de préférence de faire cette ouverture ou d'ouvrir justement cette question ou ce débat pour montrer que le sujet il a encore justement d'autres intérêts, d'autres dimensions. En revanche, pas d'ouverture si vous estimez que cette ouverture est trop faible et que vous n'avez pas d'idée. Donc là, j'ai terminé la conclusion. Reste encore du travail à faire. C'est travailler la bibliographie, et comme je l'ai souligné tout à l'heure, et la table des matières. Alors, pour la bibliographie, il s'agit de l'élaboration tout simplement d'une liste dans laquelle on va regrouper les titres de tous les ouvrages et périodiques que nous avons explorés pour rédiger le mémoire. Elle doit être complète et énumérée. On doit énumérer tous les documents consultés. Remarque encore que je dois faire, c'est que les références bibliographiques qui vont bien sûr être mis dans cette liste ou qui figurent dans cette liste de bibliographie, il faut qu'ils soient effectivement lus, c'est-à-dire les références bibliographiques doivent avoir été effectivement lues. On ne doit pas insérer des ouvrages et des titres des ouvrages qu'on n'a pas lus. Le plus souvent, les références présentées dans les mémoires sont classées par ordre alphabétique, selon le nom de l'auteur. Il est intéressant de faire des divisions en fonction de la nature du document, c'est-à-dire ouvrages, dans les ouvrages, des ouvrages généraux, des ouvrages spéciaux, les thèses, des mémoires périodiques, textes de loi, etc. Où on fait aussi des divisions en fonction de l'intérêt présenté par les références. Les plus particuliers, plutôt du plus général au plus particulier, ou mieux encore en fonction de thème des documents. Par exemple, pour un ouvrage, comment je le présente, le nom, le prénom de l'auteur, le titre, l'éditeur, lieu de publication, l'année de publication. Pour, par exemple, un texte publié dans un ouvrage collectif, nom, prénom, titre du texte, titre de l'ouvrage collectif, éditeur, lieu de publication, année de publication, page de début et de fin de l'article. Donc ça, en ce qui concerne la préparation ou le travail de la bibliographie et de la table des matières. Une fois terminé tout ça, toutes ces préparations, tout ce travail, donc le mémoire est terminé et on va justement dire que nous avons travaillé un mémoire pour l'obtention d'une licence. Mais il faut prendre en considération certaines remarques. D'abord, il faut bien soigner son travail. Il faut prendre du temps pour le travailler, mais bien gérer son temps. Donner à quelqu'un pour vous lire et vous corriger, mais pas pour faire le travail pour vous. Donc ça, ce sont des choses qu'on doit prendre en considération
pendant la préparation de mémoire de fin d'études. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage. Wa Ramadan Mubarak al-Jami' et restez chez vous. Salam alaikum.